Donc dans cette vidéo, on va voir les attaques courantes. Encore une fois, c'est réservé aux néophytes. Si vous connaissez un petit peu le monde du hacking, je pense que vous serez sensibilisé sur ces questions. Mais on va voir comment les attaques courantes se produisent et essayer d'améliorer la cyberhygiène, hein, pour rester en sécurité en ligne. Alors, vous le savez, on vit dans un monde numérique et donc il est impératif de comprendre et savoir comment se protéger des attaques courantes en fait, hein. Donc là, on va parler des techniques les plus courantes utilisées par les attaquants et on essaiera de trouver quelques petites façons d'empêcher le succès de chaque technique. Alors, on va commencer par l'ingénierie sociale, ce qu'on appelle le people hacking, hacker les gens. Et ouais, comme on peut hacker des ordinateurs, on peut hacker votre cerveau. On peut utiliser des leviers psychologiques. Encore une fois, on va essayer de jouer avec vos sentiments, avec si vous êtes en manque d'amour, on va essayer de jouer là-dessus. Si vous avez un ego démesuré, on va vous flatter, on va vous brosser dans le sens du poil. On va essayer de vous faire peur, hein, si vous êtes fragile psychologiquement, puisque le cerveau se met en stand-by, hein. Généralement, quand il a peur, on perd toute notion de la réalité, tout esprit critique et analytique, hein. C'est les trois leviers: vous faire peur, jouer sur votre ego ou sur vos sentiments. L'amitié, l'amour, euh, voilà, ou l'autorité. L'autorité, c'est pareil, hein. Faites ça, attention, ou l'urgence, attention, on a détecté un virus, attention, votre compte est en train d'être piraté, vite, changez votre mot de passe à cette adresse. Encore une fois, on va jouer sur l'urgence. L'urgence, faut que tout aille vite, hein. Ne réfléchissez pas, agissez, cliquez sur ce lien, faites ceci, faites cela, d'accord? Donc prenez tout le temps du recul. Les bases, je vous l'expliquerai, les bases du red teaming, c'est prendre 5 minutes avant de réfléchir, même pour faire une action. Et plus l'action est importante, plus la décision est importante au sein d'une entreprise. Si vous êtes un chef d'État, si vous êtes un chef des armées, si vous êtes un hacker, vous lancez une cyberattaque, ok? Si vous prenez une décision importante, personnelle, dans votre vie, prenez au moins 5 minutes pour vous faire l'avocat du diable, pour avoir comment dire, l'analyse contraire, hein. L'analyse contraire, c'est-à-dire penser à toutes les choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Et même, j'ai envie de dire, passez la patate chaude, parlez-en à un ami, à quelqu'un en qui vous avez confiance et qui n'a pas le nez dedans, hein, qui n'est pas imprégné. Donc, ça pourra éviter tout biais cognitif, puisque vous, si vous êtes dans un problème, typiquement, il y a de l'affect qui rentre en ligne de compte, ça vous touche émotionnellement, personnellement, donc vous serez plus à même de raisonner, objectivement. Donc, je vous expliquerai tout ça quand on commencera le red teaming, mais prenez le temps de réfléchir, ok? C'est vraiment très important. Donc l'ingénierie sociale, hein, c'est le terme utilisé pour décrire toute cyberattaque où un humain plutôt qu'un ordinateur est la cible. Pour cette raison, on l'appelle parfois people hacking, hein. Un exemple, c'est si un attaquant souhaite obtenir le mot de passe d'une victime, il pourrait tenter de deviner ou de forcer le mot de passe, hein. Ou il pourrait tout simplement vous le demander. Donc bien que l'exemple lié ci-dessus est relativement simple, les attaques d'ingénierie sociale peuvent devenir très complexes et permettent souvent à un attaquant d'obtenir un contrôle significatif sur la vie d'une cible, à la fois en ligne et hors ligne. Les attaques d'ingénierie sociale sont souvent multicouches et s'intensifient en raison de l'effet boule de neige. Par exemple, un attaquant peut commencer par obtenir une petite quantité d'informations accessibles au public à partir de la présence d'une victime, hein, sur les médias sociaux, ou éventuellement parce qu'il a pu obtenir plus d'informations grâce à votre téléphone, votre fournisseur d'accès, euh, votre FAI. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il pourrait éventuellement récupérer des données qui ont fuité dans des brèches de données et faire semblant d'avoir des informations sur vous, faire du chantage et vous demander de payer une rançon. Donc ça, c'est typique où on a en entreprise, hein, la fraude du président, comme on l'appelle, c'est-à-dire on va profiter que les cadres dirigeants, le directeur, les PDG de la boîte soient en déplacement, en vacances, pour appeler la secrétaire, lui mettre la pression, lui dire, écoute, on doit signer un gros contrat, là je suis au Brésil, tu vas me virer tant sur une société offshore. Et croyez-le, des gens avec un simple téléphone ont réussi à détourner des millions.
Donc les informations obtenues à partir de la deuxième étape pourraient ensuite être utilisées pour obtenir des informations plus utiles, puis passer pas étape par étape, hein. Donc ça se fait vraiment séquentiellement à quelque chose comme le compte bancaire, naturellement, de la victime. Donc la meilleure façon de comprendre l'ingénierie sociale, c'est de la voir en action. Je vous redirigerai vers les vidéos de DEFCON 23, hein, les grandes conférences de piratage, si vous êtes à l'aise avec l'anglais, ou regardez juste la vidéo de CNN. Il n'y a pas que les hommes qui font ça, les femmes sont très fortes et elles sont même meilleures. Et vous allez voir comment une femme fait semblant d'être une mère enceinte, d'avoir un bébé et d'appeler un des fournisseurs accès à Internet et lui dire, écoutez, là, je comprends pas, mon Internet ne marche pas, mes adresses mail non plus, j'ai mon bébé qui pleure. Sauf que le bébé qui pleure, eh ben, c'est un bébé qui pleure qui a été enregistré sur cassette, c'est de l'audio, et elle est en train de complètement retourner le cerveau du pauvre technicien qui est censé l'aider. Donc, voilà, on est plus enclin à faire confiance à une femme, hein, c'est pour ça qu'on envoie des petites hirondelles dans le renseignement, pour vous faire parler, pour vous faire chanter, hein, pour mieux vous connaître, pour que vous révéliez vos petits secrets, hein, sur le coin de l'oreiller. Donc voilà, les femmes sont très très fortes, vraiment. Mais je ne peux que vous conseiller le bouquin de Kevin Mitnick, hein, qui vous explique tout l'art de l'ingénierie sociale et comment on peut récupérer beaucoup d'informations. Typiquement, avant un engagement, on va essayer d'attaquer, hein, avec le téléphone, avec les mails, faire du phishing, du spear phishing, du mass phishing, et essayer justement de mieux connaître l'entreprise pour se faire passer pour un des salariés et essayer de berner, hein, les personnes qui auront éventuellement des accès. Donc il y a plein de formes, hein, d'ingénierie sociale. On a des pirates charismatiques qui vont appeler votre compagnie de téléphone, prendre possession de votre compte, hein, via une forme d'ingénierie sociale. Cependant, il y en a beaucoup d'autres types, hein. L'ingénierie sociale, c'est vraiment un vaste sujet qui englobe toute attaque qui repose sur le fait de tromper les êtres humains pour qu'ils donnent accès à l'attaquant, plutôt que d'attaquer directement la technologie en elle-même, hein. Son métier de banquier d'affaires peut aider Macron à être efficace en politique. On y apprend l'art de la négociation. On apprend vraiment l'art de la négociation. On est amené aussi beaucoup, et ça c'est, j'allais dire heureusement ou malheureusement, utile en politique, à communiquer, c'est-à-dire à raconter une histoire. Dans le jargon, quand on fait une opération, on construit ce qu'on appelle une equity story, qui est l'histoire qui va donner aux actionnaires envie de voter cette opération, d'acheter les titres ou d'apporter leurs titres. Donc on y apprend d'une certaine façon aussi des techniques pas de manipulation de l'opinion, mais un petit peu. L'interaction directe avec les cibles est le style le plus courant d'ingénierie sociale, mais d'autres exemples incluent la chute, hein, de périphériques de stockage, ce qu'on appelle du USB key drop, par exemple dans un parking d'entreprise, en espérant que quelqu'un, souvent un employé de l'entreprise, en prendra un et le branchera sur un ordinateur sensible. Hein, puis vous allez mettre une petite étiquette et puis vous allez mettre urgent ou confidentiel. Hein, comme ça va susciter le désir de votre cible. Dans le même ordre d'idée, les attaquants peuvent laisser un câble de chargement, hein, malicieux, oh my god, sur une prise, dans un lieu public, ou dans l'entreprise, si on arrive à rentrer dans l'entreprise, et le câble va contenir et pousser des logiciels malveillants, comme des keyloggers, prendre le contrôle de l'appareil de la victime, ou exfiltrer via un système air-gap les informations. Hein, on a plein de matériels qui sont issus du monde militaire, mais aujourd'hui, vous savez que vous pouvez les acheter sur Internet. Tous les câbles OMG, notamment. Donc les limites de l'ingénierie sociale sont euh, vraiment pas... Il n'y a pas de limite, hein. Encore une fois, c'est l'imagination de l'attaquant qui va tout faire. Un bon ingénieur social peut et va utiliser pléthore d'astuces psychologiques dans n'importe quel contexte plausible pour pirater ses cibles. Donc rester à l'abri des attaques d'ingénierie sociale, ça reste extrêmement difficile,
hein, mais pour s'en protéger, il faut comprendre l'ingénierie sociale, et c'est un vaste sujet, hein. Mais sachez que si on vous parle, l'attaquant va vous parler, il a besoin de votre consentement, hein. C'est le propre de la manipulation, que ça soit des pervers narcissiques, que ça soit des gens qui vous veulent pas du bien, hein. Le propre de la manipulation, c'est la confiance. Si vous accordez confiance, la manipulation peut fonctionner. Si vous n'accordez pas votre confiance ni votre consentement, là, la manipulation va être mise en échec, hein. Donc techniquement, il a besoin de votre consentement pour appeler votre banque, se faire passer pour vous. Cela dit, on a quand même quelques mesures, hein, comme je vous le disais, pour se protéger. Tout d'abord, il faut s'assurer de configurer plusieurs formes d'authentification. Ça, je vous le dis tout le temps. Assurez-vous que les fournisseurs les respectent également. Définissez des réponses difficiles à deviner ou autrement, faites carrément des réponses qui sont totalement incorrectes, hein, à vos réponses de sécurité. Vous n'êtes pas obligé de mettre des choses vraies, mettez des choses complètement bidons, stockez quand même les réponses dans un endroit sûr. Ça vous permettra de vous débloquer, mais les réponses auront ni queue ni tête, hein. Si vous utilisez des indices concernant votre vie personnelle et que on peut, par X raison, récupérer ces informations pour essayer de répondre à votre place, eh ben, on pourra récupérer éventuellement et faire débloquer vos mots de passe de vos comptes. D'accord? Donc, quand on vous demande des questions sur vous, mettez des trucs complètement bidons et stockez bien ces réponses dans un endroit sûr. Assurez-vous que ces questions sont posées, hein, lorsque vous essayez d'accéder à des comptes par téléphone. Vous utilisez le 2FA, hein, vous le savez, les facteurs de double ou de triple authentification. Ensuite, on parlait des clés USB, mais c'est pareil pour les CD. Vous l'avez vu, si vous avez vu Mr. Robot vous sensibilise, surtout ces attaques par ingénierie sociale, hein. Le rappeur qui grave ses CD, qui revend ses CD dans la rue, mais en fait le rappeur c'est un hacker, ok? Tu vas écouter son dernier son, et quand tu branches le CD, eh ben tu écoutes son son, finalement tu te fais poutrer, d'accord? Donc, si vous avez vu la série, vous voyez très bien de qui je parle, hein, c'est de Cisco, le copain de Marlène. Donc, ne branchez jamais de support externe, hein, sur un ordinateur qui vous tient à cœur ou qui est connecté à d'autres appareils. Idéalement, ne branchez pas du tout de médias amovibles, hein, donnez-les plutôt euh, à quelqu'un qui s'y connaît, hein, pour voir un petit peu les traces qu'ils contiennent, hein, si vous n'êtes pas formé au forensique à l'analyse de malware. Et c'est pas donné à tout le monde, non. Je le conçois bien. Donc insistez toujours, hein, pour avoir une preuve de l'identité lorsqu'un étranger vous appelle, vous envoie des messages prétextant travailler pour une entreprise dont vous utilisez les services. Demandez un numéro de téléphone, une adresse électronique, hein, un mail, pour pouvoir lire les entêtes, vérifier les entêtes, voir le nom de domaine, regarder le header du mail, où vient le mail, hein. Je vous ferai des vidéos, on verra comment récupérer le header d'une adresse mail et géolocaliser l'email. Ok, on fera ça ensemble pour que vous compreniez bien, hein, c'est important. Ça prend un peu plus de temps, encore une fois, mais un peu plus de temps, c'est peut-être votre sécurité. Et c'est ce qui compte avant tout. Donc utilisez une méthode de confiance pour entrer en contact avec l'entreprise afin d'y confirmer. Rappelez vous-même l'entreprise, ok? Appelez l'entreprise et demandez le nom du salarié qui vient de vous appeler, ok? Vous lui dites, ok, pas de problème, donnez-moi un numéro, je vous rappelle, ou vous rappelez directement la maison mère et vous dites, voilà, il y a tel employé, tel nom qui m'a appelé avec tel numéro de téléphone, est-ce qu'il est chez vous? Ok? Là, je vais vous dire, il y a par exemple des sociétés, hein, qui vous proposent de refaire l'ensemble de votre toiture, hein. Et là, le client il dit oui, mais bon, moi faut que je vois avec mon assurance si c'est pris en charge, hein. La boîte qui est composée d'escrocs va dire vous inquiétez pas, on s'occupe de tout, ça vous coûtera qu'1 euro, votre assurance va prendre ça en charge, ok? Vous vous dites ok, je vais voir avec mon assurance, il vous dit ok, recontactez-moi, d'accord? Et là, il y a quelqu'un de sa boîte, hein, une femme généralement, qui va appeler la victime et qui va dire bah écoutez, voilà, je suis telle assurance, on m'a dit que vous vouliez faire des travaux, euh,
j'ai l'entrepreneur qui m'a contacté et voilà, c'était pour vous dire qu'il n'y a pas de souci. Votre contrat prend bien en charge les réparations que vous allez faire chez vous. Ok? Donc là, la victime, elle est rassurée. Elle se dit super, mon assurance a pris les devants. Elle rappelle dans la foulée l'auto-entrepreneur, elle lui dit pas de problème. 10 000 € pour refaire la toiture, pas de souci. Et là, vous l'avez bien compris, qu'est-ce qui va se passer? Elle va virer l'argent à l'entreprise peu scrupuleuse et les travaux vont être jamais faits. Et la personne qui a appelé au nom de l'assurance, c'est une femme qui travaille avec l'équipe, avec l'équipe d'escrocs, avec l'entreprise. Hein, et il y a tous les jours dans le bâtiment des sociétés comme ça qui se montent. Au bout de 6 mois, elles font faillite et ces gens-là vont jamais en prison. Et ils escroquent des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers, voire des millions à des petits particuliers. Ok, ça arrive tous les jours. Ça, c'est une attaque par ingénierie sociale. Donc en ingénierie sociale, on a le hameçonnage, hein, qu'on appelle phishing, et le spear phishing. Spear phishing, c'est quand c'est vous qui êtes la cible. Précisément. Ça demande une haute connaissance de vos antécédents, de tous les artefacts que vous avez laissés dans votre vie, sur Internet ou pas. On va essayer de récupérer un maximum d'informations pour mieux vous manipuler. Ok? C'est l'attaque la plus poussée, très ciblée. On va cibler des cadres dirigeants d'une entreprise, par exemple. Mais en général, on a le phishing. Donc c'est l'une des cyberattaques les plus couramment utilisées, hein, par les mauvais acteurs et les escrocs qui vont viser les individus, les entreprises sans discrimination. Donc dans de nombreux cas, le phishing est le vecteur d'attaque initial qui est utilisé pour accéder à l'infrastructure d'une entreprise avant d'effectuer d'autres attaques contre le réseau de l'entreprise. Hein. Donc il existe désormais de nombreux outils automatisés pour aider à lutter contre la menace de phishing, mais le phishing reste l'un des vecteurs d'attaque les plus prolifiques. C'est une sous-section de l'ingénierie sociale. En fait, hein. L'ingénierie sociale, c'est un terme très général, très vaste pour décrire toute attaque, je vous le disais, qui tire parti d'un humain plutôt qu'un système informatique. Le phishing décrit spécifiquement les attaques par lesquelles un escroc ou un autre attaquant va inciter une victime à ouvrir une page web malveillante en lui envoyant un message texte, un email ou toute autre forme de correspondance en ligne. Donc traditionnellement, le phishing fait simplement référence au courriel. Cependant, à l'époque de la messagerie instantanée, des messages textes, des appels vocaux, vidéo, vous avez bien compris qu'on ne parle plus uniquement de courriel, on parle également de toutes ces catégories. Donc ces autres formes sont appelées individuellement le smishing. Alors le smishing, c'est l'hameçonnage par SMS, et le vishing par chat vocal. D'accord ? Donc ces attaques sont très répandues. En effet, les chances que vous n'ayez pas été la cible d'une telle attaque sont minces et sont fréquemment déployées à grande échelle à l'aide de la liste de numéros de téléphone et d'adresses mail qui ont été divulgués ou volés. Hein. Donc les messages d'hameçonnage, ils déploient généralement une ruse psychologique, hein, en induisant un faux sentiment d'urgence pour que les victimes agissent imprudemment, et implique presque toujours d'amener une victime à cliquer sur un lien vers une application web qui va appartenir à l'attaquant. La victime est alors souvent invitée à entrer des informations sensibles, par exemple des informations de connexion ou des informations de carte de crédit, à quel point le site malveillant stocke les informations et l'attaque est terminée. Alternativement, la victime peut installer par inadvertance des logiciels malveillants à partir de la page malveillante, donnant ainsi à un attaquant un point d'entrée de son appareil ou de son réseau. Donc, retenez bien ça, on a le hameçonnage général, une attaque de phishing simple, massive, qui ne cible personne en particulier, puisqu'elle vise de grands groupes. Les utilisateurs de PayPal, les clients d'Amazon. Donc c'est des campagnes à grande échelle, sont généralement simples, et sont généralement, mais pas toujours, assez faciles à repérer, car les messages et les sites malveillants ne sont souvent pas très bien conçus et contiennent de nombreuses erreurs immédiatement visibles. Regardez tout le temps l'orthographe. Vous verrez, s'il y a beaucoup de fautes d'orthographe, posez-vous des questions. Et même s'il n'y en a pas, posez-vous également des questions. Ensuite, je vous disais, on a le spear phishing. Alors, plus ciblé que le phishing général, le spear phishing vise un individu ou un petit groupe. Par exemple, les employés d'une entreprise spécifique.
Les campagnes de spear phishing sont généralement mieux conçues que la correspondance et les sites malveillants sont plus techniques, hein, car le but c'est de cibler un groupe particulier. Donc il y aura une attention qui est de mise, ce qu'on retrouve généralement pas ou peu dans de l'hameçonnage, du phishing en général. Donc généralement ce sont des campagnes très précises, je vous le disais, qui vont permettre de comprendre la cible et de l'attaquer plus précisément. Donc on va se focaliser sur un groupe, hein, pas l'ensemble de la cible, mais un groupe de la cible, un groupe dirigeant notamment. Ensuite, on a ce qu'on appelle la chasse à la baleine, hein, ce qu'on appelle le whaling. Alors, le whaling, en quoi ça consiste? C'est encore plus spécifique que le spear phishing, hein. La chasse à la baleine, elle cible les individus de grande valeur. Par exemple, un cadre supérieur dans une entreprise cible. Les messages sont généralement extrêmement bien conçus et ont tendance à être très difficiles à repérer. Donc là, c'est le plus haut niveau en termes de phishing, hein. Vous avez donc le phishing, le spear phishing et ensuite le whaling. Donc sachez, hein, que vous êtes beaucoup plus susceptible de rencontrer une attaque de phishing classique qu'une attaque, hein, de, comme on dit, de harponnage ou de whaling, de spear phishing ou de whaling dans votre vie quotidienne. Mais après, tout va dépendre. Pensez professionnellement dans votre vie professionnelle. Si vous êtes un membre de haut rang, vous deviendrez une cible, hein, pour une entreprise. Surtout si c'est une multinationale, s'il y a des intérêts, hein, de l'échange de technologie qui est possible. Et si vous vous déplacez, hein, vous êtes nomade, vous êtes VRP, VIP, et vous avez besoin de vous déplacer à l'étranger, attention. Attention dans les hôtels, attention les jolies femmes qui vous approchent au bar, attention à vos téléphones, attention à vos ordinateurs quand vous les laissez dans votre chambre d'hôtel. Donc un exemple de scénario d'hameçonnage général populaire, hein, le prétexte, c'est de recevoir un mail prétendument d'Amazon, ou signifiant que on l'a tous eu, votre compte a été utilisé pour acheter un article très coûteux, le dernier iPad, tatati tatata. Donc le lien pointe vers l'historique de vos achats, le lien semble aller vers amazon.co.fr ou .uk, mais en fait ça vous mènera à une application web contrôlée par l'attaquant, hein, qui semble identique, donc il va spoofer la page de connexion par défaut d'Amazon et vous demander d'entrer vos informations d'identification d'Amazon. Vous l'avez compris. Lorsque vous entrez ces informations d'identification, vous allez être redirigé directement vers la page de commande d'Amazon réelle et vous allez constater qu'il n'y a pas d'achat non autorisé. Et encore, hein, tout va dépendre. Des fois ils le font, des fois ils le font pas. Donc vous allez vous dire, oh bah ça va, tout va bien, je suis rassuré. Mais pensez que ce type d'attaque, hein, on va techniquement rerouter tout le temps l'utilisateur vers le vrai bon site. Le but, c'est qu'il rentre ses mots de passe sur le faux site et on le redirige automatiquement sur le vrai site, hein. Donc c'est là que ça peut être extrêmement sensible pour des personnes qui sont pas formées, qui ne connaissent pas la facilité déconcertante. Grâce à Kali notamment, hein, on a plein de logiciels de phishing qui vous permettent de faire ça, d'envoyer des liens qui vont rerouter vers d'autres liens, qui vont rerouter vers l'application légitime, le site légitime. Donc bien sûr, qu'est-ce que va faire l'attaquant? Il va voler vos informations d'identification et acheter des articles coûteux avec votre compte. Donc si on regarde un peu ce diagramme, on a quoi? On a l'attaquant, hein, qui va en faire une campagne d'email de phishing malveillante. Ensuite, on a les victimes potentielles qui reçoivent les emails et certaines d'entre elles vont ouvrir malheureusement l'email et cliquer sur le lien. 3. Les victimes saisissent leurs informations d'identification dans la fausse page web de l'attaquant. 4. La page web stocke les informations d'identification ou les envoie directement à l'attaquant. 5. L'attaquant utilise les informations d'identification pour accéder au site, prenant ainsi le contrôle des victimes. Donc les attaques de phishing fonctionnent mieux lorsque la page malveillante imite une page web existante, généralement bien connue. Pour cette raison, les escrocs utilisent généralement l'un des nombreux outils disponibles gratuitement pour simplement cloner une page existante.
et ensuite la modifier à leur guise. L'objectif final d'une attaque de phishing peut varier considérablement en fonction de la personne qui effectue l'attaque. Par exemple, un escroc de bas niveau peut simplement rechercher des informations sensibles, des coordonnées bancaires, alors qu'un groupe puissant de pirates malveillants peut cibler une organisation spécifique dans l'intention de causer d'autres dommages. Donc on va prendre un petit scénario pour bien comprendre et voir les réflexes à avoir. Très simplement, sans commencer à creuser dans les headers du mail, qui vous donnera beaucoup d'informations en tête, on a déjà des petites astuces. Déjà, voilà, prenez une loupe, prenez le temps de réfléchir, lisez bien, regardez les fautes. Donc de nombreuses attaques de phishing génériques sont faciles à repérer. Mauvaise grammaire, ne s'adressent souvent pas à leurs victimes par leur nom, mais laissent plutôt des salutations génériques. Cher client, cher ceci. Cela dit, d'autres cas peuvent être extrêmement difficiles à repérer, certaines attaques étant suffisamment approfondies pour tromper les professionnels de la cybersécurité, quel que soit le type d'attaque. Dans de nombreux cas, le prétexte sera plausible. Arnaque Amazon répertoriée ci-dessous, faux vrai message de votre banque vous indiquant qu'il y a une activité inhabituelle sur votre compte et vous demande de vous connecter pour l'examiner. Et cela est particulièrement vrai pour les attaques de spear phishing ou de whaling, où le prétexte sera très soigneusement adapté à la cible. Donc de même, le nom de domaine du site malveillant sera généralement similaire, mais jamais identique, au nom de domaine utilisé par le site web légitime. Par exemple, en 2021, on a eu un groupe d'escrocs qui a envoyé une campagne de phishing en masse par SMS et qui a imité le service britannique Royal Mail en utilisant le nom de domaine. Alors c'est là toute la différence. Royal Mail, .co.uk est devenu Royal MAI1. Donc on a remplacé le 1 par un L. Et vous voyez que si vous regardez vite, honnêtement, vous faites pas la différence. Vous faites pas la différence entre un 1 et un petit L en minuscule. Honnêtement, il faut avoir l'œil. Donc, comme vous l'avez compris, il suffit de changer le grand L ou le petit L, en 1, et les escrocs ont pu enregistrer avec succès un nom de domaine qui semble presque identique au nom de domaine de leur site web cloné. Et c'est une tactique très courante. On va spoofer des noms de domaine, on va remplacer des O par des 0, on va remplacer des L par des 1. Voilà, utiliser des petites tactiques comme ça, mais qui peuvent parfois passer. Remplacer un A majuscule par un 4, etc., etc. Donc gardez également à l'esprit que les emails HTML, en fait tout email qui a l'air fantaisiste et contient un formatage graphique peut également être utilisé pour masquer le vrai nom de domaine utilisé. Par exemple, le texte dans l'email peut être amazon.co.uk, cependant le lien va en fait vers am4zon.co.uk. Comment on peut le voir ? Tout simplement les liens hypertextes. Quand on vous demande de cliquer sur un lien, ne cliquez pas dessus, mais laissez votre souris, passez votre souris sur le lien dans une application de messagerie ou dans votre boîte mail, client lourd, client léger, peu importe, et vous allez voir que le vrai lien, le lien réel, devrait apparaître en bas de l'écran, comme vous pouvez le constater. Donc, que vous soyez en webmail, sur votre boîte, laissez votre souris. Vous savez que la souris, automatiquement, quand vous passez sur un lien hypertexte en bleu, va prendre la forme d'un index, d'une main qui pointe vers le lien. Ne cliquez pas, mais regardez en bas à gauche de votre navigateur. Et c'est vrai pour n'importe quel lien hypertexte sur le World Wide Web. Vous allez voir que, ok, il y a écrit peut-être, je sais pas, https://onlinestore.com. Et puis quand vous allez passer votre souris, vous allez voir que ça pointe vers un tout autre nom de domaine, comme totolohacker.fr. Donc ça, c'est pareil, pensez à le faire. Donc dans le même ordre d'idée, l'adresse mail,
vous savez qu'on a toujours quoi? On a toujours le destinataire, le fameux 2A. Hein. Donc le from 2 dans une adresse mail, pareil. Pensez que lors d'une campagne de phishing par email, eh ben cette adresse sera souvent suspecte. Hein. On a de nombreuses campagnes de phishing de masse qui sont dites génériques, qui vont utiliser simplement des adresses Gmail sans prendre la peine d'utiliser un nom de domaine associé à l'entreprise qu'elles usurpent. Hein. Donc là, honnêtement, pour vous, ça doit être une preuve tangible que il y a un problème. Hein. Encore une fois, un nom de domaine, on peut limite faire confiance, mais vérifier les noms de domaine. Et encore une fois, aller faire un whiz, aller regarder, il y a plein de sites, hein. Vous tapez enregistrement de nom de domaine, il y a des registres. Vous rentrez le nom de domaine et vous vérifiez que le nom de domaine qui est présent dans votre adresse mail est bien celui qui prétend être. Hein. Est-ce que c'est la bonne société qui a enregistré ce nom de domaine? Donc voilà, c'est l'affaire de tout le monde. Il faut garder les yeux ouverts et rechercher tout ce qui est suspect. Il y aura forcément une erreur quelque part, ou pas. Mais faites attention. Donc comment rester à l'abri du phishing? On a quelques petites astuces. Supprimez tous les mails inconnus, non fiables, sans les ouvrir. N'ouvrez jamais une pièce jointe d'un destinataire que vous ne connaissez pas. C'est aussi simple que ça. Si vous pouvez voir quelque chose de suspect dans l'entête, dans l'email, eh ben essayez de le signaler, comme spam à votre fournisseur de messagerie et transférez-le à votre service informatique si vous l'avez reçu au travail. Hein. N'ouvrez jamais les pièces jointes d'email non fiables, y compris les pièces jointes d'un contact légitime, si vous ne l'attendiez pas. En effet, on peut usurper ou pirater les adresses mail d'un contact que vous connaissez, un ami ou un contact professionnel, et puisque vous le connaissez, vous allez ouvrir la pièce jointe. Mais attention, on peut faire des attaques informatiques sur les serveurs de messagerie, on peut pirater d'autres serveurs de messagerie, et se servir de contact, et si votre contact s'est fait pirater sa boîte aux lettres, on pourra envoyer des messages en son nom, ok? Et encore pire, on peut falsifier l'entête d'un email. C'est tout à fait possible. Je peux vous envoyer un email au nom de Emmanuel Macron @gouv.fr ou élysée.fr. Hein. Donc voilà, on peut falsifier les mails. Attention, c'est pas parce que vous connaissez la personne que c'est bien elle. Et redoublez de vigilance. Passez-lui un petit coup de fil, un petit SMS. Tiens, j'ai reçu un mail de toi. Et voilà, posez-lui la question. C'est ce principe qu'on a en cybersécurité, c'est ce qu'on appelle le zero trust. Zero trust, c'est aucune confiance. Vous ne devez avoir aucune confiance dans la vie de tous les jours, ou sur Internet, ou sur votre ordinateur. N'ayez confiance en personne. Ça veut dire ni vos amis, ni vos connaissances, ni votre propre famille. Ok? Puisque eux-mêmes peuvent avoir été poutrés, peuvent avoir été manipulés. Ok? On a pu les induire en erreur. Et donc, à l'insu de leur plein gré, ok? Ils vont devenir des chevaux de Troie. Ils vont vous dire, tiens, je te passe ça, je te passe ça, je te passe ça. Ok? Une clé USB de quoi? De l'extérieur, tu la mettras pas sur ton ordi. Mais si ton cousin arrive et te dit, tiens, j'ai des documents là, tu veux bien me les imprimer? Ou, tiens, j'ai téléchargé un jeu là, ou une application. Là, vous allez lui faire confiance. Mais qu'est-ce qui vous garantit que votre cousin, il est bon en informatique? Qu'est-ce qui vous garantit qu'il fait des scans réguliers, qu'il a un bon antivirus? Ok? Mais vous faites confiance. C'est votre famille. Mais non, ça marche pas comme ça. Il faut être paranoïaque. Vous devez être les plus grands paranoïaques au monde. Sinon, un jour, vous vous ferez hacker. Comme tout le monde. Donc ne cliquez pas sur des liens intégrés dans les mails ou les messages, ok? Dans la mesure du possible, accédez au site web réel dans votre navigateur et c'est mieux, puisqu'on va pouvoir encapsuler dans des liens hypertextes certaines choses. Si vous devez absolument cliquer sur le lien, assurez-vous que le nom de domaine est correct et que le lien il pointe là où vous pensez qu'il doit aller. Assurez-vous toujours que votre appareil et vos logiciels antivirus sont à jour, ok? C'est à vous,
Au moins 2 fois par semaine, vous devriez aller vérifier les mises à jour Windows. Ok, dans les paramètres, installer toutes les mises à jour Windows. Tous les jours, vous devriez, si votre antivirus ne le fait pas, vérifier que vous n'avez pas des nouvelles mises à jour. Ok? Donc, ça prend que quelques secondes, mais pensez à le faire. Et évitez de rendre vos informations personnelles, hein. Par exemple, vos adresses mail, vos numéros de téléphone publics, si possible. Vous devez publier des données personnelles publiquement, créer une adresse mail, un burner, un brûleur, comme on l'appelle, une adresse temporaire qui faite dans ce but, hein, qui va se détruire peu de temps après. Honnêtement, c'est ce qu'il y a de mieux pour l'occasion. Et puis après, bah, vous allez la détruire dès qu'elle est plus nécessaire. D'accord? On peut utiliser aussi des burner phones, hein. On va acheter des cartes prépayées. Typiquement, je crois que vous avez 2 semaines avant de devoir l'enregistrer. Sinon, bah, le fournisseur d'accès Internet vous coupe l'accès. Hein, mais vous pouvez acheter des cartes à 5-10 € et utiliser des burner phones. Donc voilà, c'est chiant, c'est contraignant, ça coûte de l'argent, mais se protéger, ça n'a pas de prix, hein, puisque le jour où, voilà, hein, ça sera vous la victime, et les pires des attaques, c'est du vol d'identité. Hein. On va se faire passer pour vous, on va aller appeler Nantes, on va appeler, en tout cas l'état civil, et on va demander des visas, on va demander des passeports, on va demander une CNI, on va demander un permis, et il y a des gens qui ont mis des années à récupérer leur identité, hein. Ça peut détruire vos vies. Donc il convient de noter à ce stade que n'importe qui peut tomber dans le piège d'une attaque de phishing, hein, en particulier une attaque complexe qui a été rendue extrêmement réaliste. Si vous tombez accidentellement dans le panneau, pas de panique, assurez-vous de modifier immédiatement les mots de passe concernés et contactez les services informatiques si ça se produit au travail, naturellement.